Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler du radeau de la Méduse qui est conservé au musée du Louvre. Et c'est un tableau extrêmement populaire, donc vous vous demandez peut-être pourquoi parler d'une œuvre si connue. Est-ce que ça vaut bien la peine? Eh bien justement, je pense que c'est intéressant parce qu'on a l'impression de la connaître par cœur, de tout savoir, ou du moins de savoir beaucoup de cette œuvre. Et du coup, on ne la regarde plus, il arrive qu'on passe dans les allées du Louvre sans s'arrêter devant ce tableau. Comme on oublie souvent de regarder autour de nous ce qu'on connaît trop, ce qu'on voit tous les jours. Alors changeons notre regard, redécouvrons ce grand tableau, cherchons à savoir ce qu'il nous montre, ce qu'il nous dit. Ce tableau est réalisé par Théodore Géricault, qui est né en 1791 et mort en 1824, et il réalise le radeau de la Méduse entre 1818 et 1819. Il est mort très jeune, à 33 ans, et ce tableau est donc réalisé seulement 5 ans avant sa mort. C'est un tableau de très grande dimension, 4,91 m de haut sur 7,16 m de large, donc à peu près les dimensions d'un beau studio à Paris ou même à Aix-en-Provence. Ce tableau représente un épisode tragique de l'histoire de la marine coloniale française, le naufrage de la frégate Méduse. Pour mémoire, voici l'histoire. En 1815, la seconde restauration, sous l'égide de Louis XVIII, réaffirme la domination de la France sur le Sénégal repris à l'empire colonial britannique. La Méduse, accompagnée de 3 autres bateaux, est chargée d'acheminer du matériel, des militaires, des fonctionnaires, et notamment le futur gouverneur et sa famille, affectés à la colonie du Sénégal. Le commandant Hugues Duroy de Chaumareix est nommé capitaine de la Méduse, en dépit du fait qu'il n'a plus navigué depuis plus de 20 ans. En voulant prendre de l'avance pour dépasser les autres bateaux, la frégate dévie de sa trajectoire et quitte la route prévue. Le 2 juillet 1816, la Méduse s'échoue sur le banc d'Arguin, obstacle pourtant bien connu des navigateurs, à 160 km de la côte mauritanienne. Le cartographe Coréard de Savigny, présent sur la Méduse, écrit dans son journal. Monsieur Lapeyre se trouvait par son estime très près du banc. Le deuxième officier, lui aussi, était persuadé qu'on se trouvait au bord du banc d'Arguin et voulait absolument virer à l'ouest. Ils ne furent pas écoutés, quoique M. Lapeyre ait fait son possible pour s'assurer au moins de notre position en sondant. S'il eût été cru, la Méduse existerait encore. Et plus loin. Comme il arrive dans toutes les circonstances critiques, on ne sut prendre aucune résolution. Les chaloupes n'étant pas suffisantes, 147 personnes se réfugient sur un radeau de fortune qui sera tracté par quelques canots. Mais le remorquage est difficile et l'ensemble chaloupe, canot, radeau dérive vers le large, si bien que le commandant de Chaumareix décide d'abandonner à leur sort les passagers du radeau, malgré les exhortations du second lieutenant Espiau. Si nous levons la voile en laissant le radeau sur place, nous condamnons à mort tous ceux qui s'y trouvent. J'en appelle à votre compassion. Mais Espiau pouvait bien en rappeler à ce qu'il voulait, passagers et soldats s'y opposaient. La peur l'emportait sur l'altruisme. Aucune carte, aucun instrument de navigation pour se repérer, pas de nourriture, peu d'eau, peu de vin. Les voilà livrés à eux-mêmes et aux éléments. Au 7e jour, il ne reste que 27 survivants dont la moitié agonise. Les officiers décident de jeter les blessés à la mer afin de conserver les rations pour les hommes valides. Le médecin Savigny, présent sur le radeau, est confronté à un terrible dilemme. Ce qui se préparait ici allait à l'encontre de ses principes. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Était-ce la perversion de sa démocratie? Tuer les faibles pour que les forts survivent? Le 17 juillet 1816, après 15 jours de dérive, le radeau est repéré par le brick l'Argus. Il n'a plus à son bord que 15 rescapés, suspectés d'être devenus fous, reclus et affamés, et d'avoir tué les plus faibles et mangé ceux qui mouraient. Au total, le naufrage cause la mort de plus de 150 personnes. L'événement devient un scandale d'ampleur internationale, chose assez rare à l'époque, en partie parce qu'un capitaine français servant la monarchie restaurée depuis peu est jugé responsable du désastre en raison de son incompétence et de son orgueil, et ne révèle que trop bien le fait que sa nomination est due à ses relations avec le pouvoir. Vous voyez, cette petite histoire est édifiante
et je suis sûre que vous avez déjà compris le choix de ce tableau, si célèbre mais peu connu finalement. Géricault se prend de fascination pour cet événement encore d'actualité et réalise d'abondantes recherches préparatoires et plusieurs esquisses avant d'entamer la création du tableau. Il rencontre 2 des survivants de la catastrophe, construit un modèle réduit très détaillé de la structure du radeau et se rend même dans les morgues et les hôpitaux afin de voir de ses propres yeux la couleur et la texture de la peau des mourants. Après de nombreux croquis préparatoires, Géricault opte finalement pour l'instant raconté par l'un des survivants, où les naufragés voient l'Argus approcher à l'horizon et tentent une première fois en vain de lui adresser un appel au secours. Le bateau est représenté par une petite forme de couleur grise au centre droit du tableau. Le sauvetage s'est finalement déroulé par un matin ensoleillé avec une mer calme. Géricault choisit cependant de peindre le radeau en pleine tempête avec un ciel noir et une mer démontée dans une recherche de théâtralisation renforçant le caractère dramatique de la scène. Le radeau de fortune semble sur le point de sombrer, tandis que les naufragés sont représentés totalement anéantis et désemparés. Plusieurs corps jonchent le radeau, au premier plan des hommes abattus ou prostrés entre la vie et la mort. D'autres hommes plus valides au milieu de l'embarcation viennent d'apercevoir un bateau au loin. L'un d'entre eux le montre du doigt et se tient debout sur une barrique, agitant sa chemise en l'air afin d'attirer l'attention du navire. Bien que les hommes représentés aient passé 13 jours à dériver sur un radeau, souffrant de la faim, de maladies et de cannibalisme, Géricault les peint musclés et en bonne santé, dans la tradition de la peinture héroïque, avec un certain académisme proche de la sculpture et d'œuvres de la Renaissance, Michel-Ange entre autres. En revanche, le fait de vouloir représenter la réalité au plus près avec des personnages ordinaires et non des héros, en proie à l'émotion, rapproche cette œuvre du romantisme naissant. La composition est classique, respectant la règle des tiers, découpant la toile en 3 parties égales en hauteur et en largeur, et attire l'œil sur les éléments principaux placés à la rencontre des lignes de force qui quadrillent la peinture. 2 grands triangles ayant pour sommet le haut du mât et la main tenant la chemise organisent la toile. Je vous suggère de tracer ou de visualiser ces lignes avec une règle pour mieux apprécier la construction. De par cette composition, sont mis particulièrement en valeur l'homme âgé au premier plan, qui évoque l'Ugolin du mythe, figure du désespoir et de la solitude, l'homme debout sur le tonneau agitant sa chemise et la main tendue sur le ciel. Notons que ce personnage central est un nègre, nommé Jean-Charles et qui faisait partie de l'équipage. C'est lui qui porte les espoirs de ces hommes, Géricault l'ayant symboliquement placé comme celui qui mène la barque au salut. On a à ce propos évoqué une critique de l'esclavage. La ligne d'horizon se situe aux 2 tiers de la hauteur, ce qui participe de la tension dramatique, le radeau étant livré à la mer qui l'entoure de toutes parts. Une grande diagonale part des cadavres en bas à gauche et s'élève vers les vivants jusqu'à l'homme sur le tonneau, donnant une dynamique importante, celle de l'énergie vitale, de la vie qui veut se perpétuer. La lumière zénithale blafarde présente de violents contrastes entre la clarté et l'obscurité, inspirés de la période ténébriste du Caravage. Les rayons qui percent la couche nuageuse donnent une lumière crépusculaire qui accentue le côté dramatique de la scène en éclairant les corps blêmes des cadavres réalisés dans une palette de blanc mat et de crème à haut pouvoir de dramatisation. Pour l'anecdote, Géricault a l'habitude de faire poser ses amis, et notamment Eugène Delacroix qui servit de modèle au personnage du jeune homme au premier plan gisant sur le ventre. Sur l'horizon au loin, dans une trouée de lumière, le navire Argus qui finira par les sauver symbolise le petit espoir, leur dernière chance. On peut avancer que par cette toile, Géricault donne une vision synthétique de l'existence humaine, abandonnée à elle-même, à la catastrophe, à l'horreur, par l'incompétence et l'orgueil de ceux qui sont aux commandes. Michelet écrit « Géricault peignit le naufrage de la France, ce radeau sans espoir où elle flottait, faisant signe aux vagues, au vide, ne voyant nul secours. C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière qui l'embarqua sur ce radeau de la Méduse. » Eh bien, je vous laisse y réfléchir, mes amis. Bonne journée.